Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez tous suivi le 27 juin dernier à Washington. La ministre d'État à ma droite était successivement au département d'État avec ses homologues américains et rwandais pour apposer la signature sur un document historique qui marque l'ouverture du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui vient boucler plus de 30 ans de conflits récurrents. Ce document a été le fruit de beaucoup des discussions, des négociations. Le processus, il a duré beaucoup de temps, mais nous sommes arrivés à ces points qui nous permettent aujourd'hui de regarder les perspectives de la paix, du retour des déplacés, des réfugiés, parce que c'est d'abord pour nos populations qu'il y a eu tous ces déploiements portés par le président de la République lui-même. Madame la ministre d'État, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de vous associer de nouveau à cet exercice de redevabilité qui était très attendu. Bien au-delà du travail que vous avez fait à Washington, il y a un besoin pour le public congolais ce soir de vous écouter de manière pédagogique pour nous expliquer tout ce qui a été convenu, du préambule aux articles, mais aussi les parties annexes pour comprendre que tous les intérêts de la République démocratique du Congo ont été pris en compte de bout en bout. Mais bien avant que je ne puisse vous donner la parole, Excellence Madame la Ministre d'État, je voudrais qu'on revienne, parce que le Président de la République lui-même a eu l'occasion de revenir sur l'importance de cet accord à l'occasion de son discours du 30 juin pour les 65 ans de notre indépendance. Donc, en accord avec la technique, on va écouter le Président de la République. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Voilà un extrait du discours du président de la République qui revenait notamment sur la partie économique dont il a été question, mais la partie économique qui viendra évidemment dans les 3 mois qui suivent l'application de cet accord. Madame la ministre d'État, bonsoir à nouveau. Les Congolais sont particulièrement mobilisés sur cet accord. Beaucoup de choses ont été dites depuis les 27 janvier, mais ce soir avec vous, nous voulons faire cette première communication de lancement parce qu'il y en aura plusieurs, y compris en langue nationale, pour que les uns et les autres puissent comprendre l'importance de ce document. Et je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs, mais aussi pour la présentation de l'accord à partir de son préambule, de ses différents articles, mais aussi un commentaire sur les annexes. Ce n'est qu'après qu'on pourra prendre les questions des professionnels des médias ici mobilisés. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et évidemment, merci beaucoup, Mesdames et Messieurs de la presse, pour votre intérêt continu. En effet, je vous remercie sincèrement d'être présents aujourd'hui. Nous nous trouvons à un moment charnière pour notre pays. Comme vous le savez, le 27 juin dernier à Washington, nous avons signé un accord de paix historique avec la République du Rwanda, et ce, sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Et au-delà de la signature, évidemment, parce que cet accord nous concerne, nous en particulier en République démocratique du Congo et plus précisément les populations à l'est de la République démocratique du Congo, il y a un besoin urgent de compréhension et nous avons une responsabilité évidemment d'expliquer cet accord et de fournir en toute transparence plus de détails, plus d'amples détails sur cet accord et ce qu'il prévoit. Évidemment, tout cela en harmonie et en pleine cohérence avec les orientations et les instructions qui nous ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme vous l'avez entendu dans l'extrait de son discours à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, en ligne avec ces principes qui nous ont orientés dans la négociation et dans la signature de cet accord de paix. Alors juste pour vous rappeler un peu l'historique et le chemin qui a été parcouru et qui a conduit à la signature de cet engagement, comme vous le savez tous, le tout a commencé le 25 avril
dernier à Washington, D.C., quand nous avions la signature de la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, étape qui a été justement signée par les deux ministres des Affaires étrangères respectifs, et ensuite qui a été suivie d'une série de négociations et de pourparlers au niveau de nos experts techniques qui ont effectué une série de rencontres à Washington et sous d'autres formats. Et donc le 18 juin, nous avons eu un projet d'accord final qui a été paraphé par nos experts qui étaient à Washington et donc qui traduisait les principes de la déclaration de principes signée le 25 avril, notamment le retrait des forces rwandaises, l'activation du concept d'opération conjointe ou du CONOPS et le retour encadré des déplacés dans les zones affectées. Et enfin, le 27 juin, donc la semaine passée, j'ai signé au nom de la République démocratique du Congo l'accord final avec mon homologue rwandais en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. À l'issue de cette signature, nous avons été reçus à la Maison-Blanche, je pense que vous voyez les images, par le président Donald Trump, qui a salué le courage politique et qui a exigé de manière très explicite aussi le respect de cet accord. Ce processus se poursuivra dans les semaines à venir avec un sommet de haut niveau prévu entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Paul Kagame, toujours sous l'égide de la médiation américaine et prévu à Washington, D.C. Je tiens à être clair avant de me pencher sur l'accord même et ses différents chapitres et articles. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'est de notre pays. Je reviendrai dans un instant sur le contenu détaillé de cet accord, mais je voulais d'emblée poser ce cadre et nous donner une compréhension partagée. Alors, mesdames et messieurs, si nous nous penchons sur d'abord le préambule de l'accord, je sais que très souvent, c'est la première page qu'on aime tourner et passer sans trop s'y appesantir, mais quand même, je pense que c'est quelque chose de très important. La préambule nous rappelle que les boussoles, et plutôt le préambule est la boussole politique de l'accord. Il définit l'esprit, les principes et les valeurs qui nous engagent. Vous allez vous rendre compte que dans ce préambule, on réitère justement l'attachement aux principes du droit international, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la résolution 2773, mais aussi aux efforts régionaux de médiation sous l'égide de l'Union africaine et aussi de la SADC et de la CIRGL. Le préambule reconnaît aussi le rôle des États garants, à savoir celui des États-Unis d'Amérique, qui ont facilité cette démarche avec constance et conviction. Il exprime aussi la reconnaissance de tous les partis à ceux qui ont permis que le dialogue prenne le pas sur la confrontation. Et très souvent, on pose la question justement, est-ce que le préambule n'est pas juste quelque chose de symbolique? Et pourquoi est-ce qu'on doit y accorder tant d'importance? Et la réponse est claire. Le préambule n'est pas une simple formalité. C'est le fondament politique et éthique de tout ce qui suit. Il nous dit pourquoi nous avons signé, il encadre l'interprétation de chaque article et il nous donne une clarté sur, au cas où il y aurait une divergence, le sens d'un article, la manière d'appliquer une disposition et justement comment est-ce qu'on peut avancer dans la mise en œuvre et quels sont les fondamentaux de cet accord. Et donc c'est là que sont inscrits les principes, les repères, la direction à suivre et en fait c'est une sorte de conscience, si vous voulez, de l'accord. Évidemment, du côté de la RDC, nous nous réjouissons énormément du fait que la résolution 2773, première résolution en plus de 20 ans qui reconnaît explicitement le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, soit évoquée explicitement dans ce préambule, parce qu'encore une fois, ça nous donne un cadre très clair sur la nature du conflit que cet accord de paix est appelé à résoudre. Tout à fait.
Est-ce qu'il y avait quelque chose à dire sur le préambule? Non, allez-y. Je continue? Très bien. Alors, nous sommes ensuite au premier chapitre, les dispositions générales. Bon, justement, ça, c'est un peu les fondations juridiques. On ne va pas trop se pencher là-dessus, mais je voudrais quand même insister sur le fait que ce chapitre précise que les engagements qui sont pris sont contraignants. Et ça, c'est très important. Autrement dit, ce n'est pas un protocole d'intention. On n'a pas signé pour dire on va essayer de faire un peu et puis si ça ne marche pas, ce ne sera pas la fin du monde. Non, ce sont deux États responsables qui ont pris cet engagement et qui ont aussi pris l'engagement d'une redevabilité pour être responsabilisés en cas de lacune, en cas de manquement dans l'exécution de leurs responsabilités qui leur incombent dans le cadre de cet accord. Et donc ce chapitre rappelle également que l'accord s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux existants, notamment la résolution 2773, donc encore une fois, on a une référence à cette résolution, et les cadres de la CIRGL, de la SADC et de l'Union africaine. Et donc, ce qui est important, c'est aussi de comprendre que l'accord s'inscrit dans une complémentarité de tous ces instruments qui existent déjà. Il n'est pas là pour dire que la CIRGL ne compte plus, il n'est pas là pour dire que tout ce qui a été fait sous l'égide de l'Union africaine, la SADC ou l'AEAC ne compte plus, mais il vient se greffer à ces efforts et s'inscrit dans une logique de complémentarité et contribue justement à renforcer, à structurer et à contribuer aussi aux efforts communs qui ont déjà été amorcés dans le cadre d'un souci d'une stabilisation durable de la région des Grands Lacs. Ce qui est important aussi dans ce chapitre, c'est qu'il précise que la mise en œuvre de l'accord devra respecter la souveraineté pleine et entière de chaque État. Et je pense que ça, c'est une question à laquelle nous tenons énormément en République démocratique du Congo. Je sais qu'il y a eu beaucoup de préoccupations sur cet accord. Il y a eu beaucoup d'interprétations aussi erronées ou un peu simplifiées de l'accord. Et je pense qu'il est très important justement de voir que dès le début, l'accord ne met pas du tout en question la primeur de la question justement de l'intégrité territoriale et il introduit aussi un autre principe fondamental, la progressivité dans l'application et la réciprocité des efforts. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. On entend souvent dire que c'est seulement la RDC qui doit fournir des efforts ou c'est seulement la RDC qui a de telle et telle responsabilité, mais on se rend compte en fait qu'il y a une concomitance des efforts, mais il y a aussi un effort ou un devoir de réciprocité entre toutes les parties prenantes et signataires de cet accord. Et donc, je pense que de là découle aussi une question ou la réponse à la question qu'on a souvent, est-ce que cet accord a une vraie force obligatoire? Est-ce qu'il est vraiment contraignant? Comme je l'ai dit, il est justement contraignant et c'est dit explicitement dans ce chapitre, mais aussi il faut reconnaître qu'au-delà de l'aspect de la contrainte juridique, il ne faut pas non plus sous-estimer la pression politique, la pression médiatique et diplomatique que cet accord nous donne, et donc la possibilité aussi de nous assurer de sa mise en œuvre à travers d'autres leviers, y compris les leviers diplomatiques et aussi médiatiques, raison pour laquelle il est pour nous de grand intérêt de nous assurer que notre opinion publique se familiarise avec cet accord et se l'approprie justement parce qu'il y a plusieurs leviers pour nous assurer qu'il est mis en œuvre. Avant d'aller au deuxième chapitre, je tiens à rappeler que sur ces premiers chapitres qui parlent de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités, les principes sont énoncés de manière claire et les parties conviennent. Ça veut dire que nous, République démocratique du Congo et le Rwanda, on a dit dans cet accord qu'il est hors des questions de violer l'intégrité des territoires des uns comme des autres, c'est ce que disent le point 1 et les points 2, et on convient que dorénavant, les parties conviennent que les différends seront réglés par des processus établis par des présents accords. En d'autres termes, on s'organise pour que plus jamais, s'il y a des problèmes, qu'on se tire dessus, mais que nous allons. Voilà plus ou moins ces premiers chapitres qui vient sceller ce qui a toujours été pour nous une ligne rouge à ne pas franchir, l'intégrité territoriale de la RDC, pas un seul centimètre. Vous pouvez progresser pour le deuxième chapitre. Et donc justement, cela clarifie que dès le début, ces principes sont reconnus et montrent aussi à quel point nous nous sommes investis pour
pour le fait qu'ils soient inclus de manière systématique à travers l'accord. Quand nous nous penchons sur le deuxième chapitre, la cessation des hostilités et le retrait des troupes étrangères, évidemment, nous abordons ici le cœur même de l'accord, à la fin des combats, le retrait ordonné, vérifié et complet des troupes rwandaises du territoire congolais, mais aussi la fin du prétexte de l'activisme continu des FDLR à travers la mise en œuvre du CONOPS. Donc ici, je voudrais justement d'abord me pencher sur la question de la cessation immédiate des hostilités. L'accord engage les deux parties à cesser immédiatement et sans condition toute forme d'hostilité armée, qu'elle soit directe ou indirecte. Et cela concerne plus précisément les affrontements entre forces régulières, mais aussi l'usage de groupes armés supplétifs, et donc là, nous parlons notamment du M23, les frappes, les incursions ou les menaces transfrontalières, ainsi que tout soutien logistique, financier ou politique à des entités armées opérant en territoire congolais. Les parties s'engagent également à s'abstenir de toute déclaration publique susceptible de raviver les tensions et à privilégier la communication via les canaux prévus par l'accord. Et donc, évidemment, nous nous inscrivons dans cette logique, justement, d'une sensibilisation sur l'accord, mais pas d'une instrumentalisation politique de l'accord, parce que, justement, ceci nuirait à l'effort d'une pacification et une cessation des hostilités, non seulement les hostilités armées, mais même, si vous voulez, dans les discours politiques. Ensuite, l'accord prévoit aussi que le Rwanda retire l'ensemble de ses forces armées dans le contexte de la mise en œuvre du CONOPS. Comme vous le savez, ou comme certains d'entre vous s'en souviennent encore peut-être, le CONOPS avait été signé en octobre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Et c'était un outil d'exécution concret qui avait été élaboré par les services de renseignement respectifs des deux pays. Et donc le CONOPS fixe les modalités techniques précises du retrait des forces armées rwandaises. Il est composé d'un calendrier structuré en 3 phases de 30 jours, avec des jalons clairs à respecter. Il prévoit aussi une cartographie officielle des zones occupées, l'établissement de corridors de retrait et une vérification conjointe justement de ce retrait à travers des patrouilles mixtes congolaises et internationales, ainsi que la remise à l'issue de chaque phase d'un rapport certifié au mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Évidemment, simultanément à ce désengagement des forces armées rwandaises, le CONOPS prévoit aussi la neutralisation des FDLR. Et donc, un des points essentiels de ce chapitre est justement le retrait, non seulement le retrait des troupes rwandaises, mais justement la neutralisation des FDLR. La neutralisation des FDLR veut dire que dans le contexte actuel, le CONOPS prévoit une série d'activités pour mettre fin à la présence et à l'activisme des FDLR dans le territoire de la République démocratique du Congo. Il prévoit tout d'abord une phase de sensibilisation pour donner aux FDLR l'occasion et l'opportunité de reddition pacifique et prévoit ensuite des mesures avec un séquençage prévu plus contraignante pour s'assurer que cette menace soit éradiquée de manière définitive et mettre fin justement à cette question récurrente pendant les derniers 30 années des FDLR. Avant que vous ne puissiez progresser, je rappelle juste pour ceux qui nous suivent que le CONOPS, c'est un document opérationnel. Lorsque nous étions à Luanda, il y avait des experts militaires de l'état-major de la RDC, du Rwanda, avec les médiateurs angolais. Nous avions convenu d'un plan de comment les mesures de défense rwandaises de désengagement devraient se faire et d'autre part, comment nous allons mettre en œuvre un plan de neutralisation. Donc c'est un document travaillé par des militaires et même l'exécution dans le cadre de cet accord se fera dans ces cadres-là. Donc il faut comprendre que toutes les questions liées au CONOPS, c'est des questions dont on ne pourra pas toujours, qu'on ne pourra pas toujours aborder parce que ça relève du dispositif militaire qui accompagne l'application de cet accord. Je vous en prie, Madame la Ministre. Merci. Mais ce qui est très important à retenir, c'est justement le caractère simultané ou concomitant du CONOPS et de l'exécution de ces deux piliers, à savoir le désengagement des forces d'une part et de l'autre part la neutralisation des FDLR. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre et
aucune, si vous voulez, des préoccupations sécuritaires légitimes de chacun des deux pays ne peut être secondaire à l'autre, et c'est pour cela que ce CONOPS a un caractère de concomitance qui est très important. Un aspect aussi que j'ai déjà effleuré brièvement, c'est la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, justement une structure qui sera mise en place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce CONOPS, une structure hybride, si vous voulez, avec des représentants de la République démocratique du Congo, des représentants du Rwanda, mais aussi des participants ou des représentants de pays tierces qui vont donc assurer aussi une objectivité et avoir peut-être parfois un rôle d'arbitrage, mais de cette manière contribuer à ce que ce mécanisme soit en mesure d'évaluer et de suivre la mise en œuvre effective de ce CONOPS et évidemment soulever des carences ou des lacunes dans la mise en œuvre de certains aspects du CONOPS. Madame la ministre d'État, c'est un point important parce que si vous avez lu l'accord, dès qu'on l'a signé, devait produire ses effets. Je pense que l'une des premières tâches à laquelle vous travaillez actuellement et qui va permettre la mise en œuvre de cet accord, c'est justement la création de ces mécanismes. Tout à fait. Tout à fait, c'est une des priorités. Encore une fois, ceux qui se souviennent du processus de Luanda vont se souvenir aussi du mécanisme de vérification conjoint ad hoc renforcé. Bon, peut-être que je ne me souviens pas exactement du nom, mais vous vous souvenez certainement du principe et de la structure. Et donc, c'est quelque chose de similaire, encore une fois, avec des représentants des deux pays, mais aussi des parties tierces qui vont nous permettre justement d'avoir un minimum d'objectivité et un consensus sur des questions qui parfois peuvent être épineuses, mais qui seront extrêmement nécessaires. Lorsque vous parlez des parties tierces, dans les cadres de cet accord, on peut être précis, il s'agit des États-Unis, des Qataris, de l'Union africaine et possiblement d'autres partenaires techniques étrangers. Je vous en prie. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Alors maintenant on progresse au chapitre 3. Donc le chapitre 2 se penchait plutôt sur les questions État-État. Le chapitre 3 parle de démobilisation, de désarmement, démobilisation et traitement des groupes armés nationaux. Et donc là on est dans un champ différent. Et ce chapitre aborde donc une autre dimension essentielle de la paix durable, et à savoir la question des groupes armés congolais. Il est très important de lever immédiatement une confusion que certains discours semblent entretenir de manière délibérée ou pas. Le désengagement des groupes armés nationaux ne se substitue pas au retrait des forces étrangères. Donc il s'agit de deux chapitres différents, et le premier chapitre dont nous avons parlé, le précédent, parle justement des forces armées rwandaises et de leur retrait. Celui-ci parle des groupes armés. Les deux questions sont traitées dans l'accord. Il n'y a pas un groupe, si vous voulez, qui est exclu. Les deux questions sont traitées à juste titre, mais évidemment avec la spécificité nécessaire que chacun de ces groupes requiert. Donc, quand il s'agit du désengagement des groupes armés nationaux, il faut surtout donc revenir sur le fait que le désarmement est obligatoire pour tous les groupes armés congolaises. L'accord prévoit que les groupes armés congolais qui opèrent sur le territoire national doivent être désarmés, démobilisés et cantonnés sans délai. Comme vous le savez tous, nous avons le PDDRCS qui est en fait le cadre prévu par l'État congolais, justement le cadre institutionnel et le programme prévu par l'État congolais pour donner des perspectives aux ex-combattants des groupes armés. Cela comprend, quand on parle de groupes armés, évidemment les groupes actifs dans les zones anciennement ou actuellement sous contrôle du M23, les groupes dits d'autodéfense et tout mouvement prétendant représenter une revendication communautaire par la voie des armes. Quand on parle du désarmement, on parle aussi d'un désarmement suivi d'une sélection stricte en cas d'une réintégration conditionnelle. Et donc ici, il y a aussi une rupture très importante avec des pratiques qu'on a vues par le passé, à savoir des pratiques d'intégration généralisée, d'effectifs de groupes armés. De brassage ici, et des mixages. Justement. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes justement dans une logique où les ex-combattants de groupes armés qui auraient peut-être l'intention ou le souhait d'être intégrés dans les forces armées ou les forces de sécurité doivent répondre à des critères stricts. On doit s'assurer justement, tout d'abord, de leur nationalité congolaise, évidemment aussi de leur non-implication dans des crimes graves,
et d'autres critères évidemment qui vont être appliqués. Mais je pense que l'aspect clé ici, c'est le fait justement qu'on ait un catalogue, si vous voulez, de critères qui nous assure que toute intégration répond à des leçons que nous avons appris et tirées du passé et qui nous protègent, nous, mais aussi qui protègent nos institutions d'être affaiblies de l'intérieur en intégrant sans discrimination et de manière ouverte et sans filtre des individus issus de groupes armés qui pourraient justement, suite à leur rôle dans les groupes armés différents, avoir été complices ou eux-mêmes auteurs de violations graves. Ça veut dire que c'est un processus de vetting. Tout à fait. Ce ne sera pas un brassage, un mixage des groupes, non, mais ça se fera de manière individuelle. Tout à fait. On regardera les dossiers de chacun. Si vous êtes coupable de crime, si vous n'êtes pas physiquement apte, ou s'il y a des soupçons ou d'autres éléments, vous ne pourrez ni intégrer l'armée, ni intégrer la police. En effet. Et donc cela s'inscrit évidemment ou s'inspire plutôt des meilleures pratiques internationales qu'on a vues dans d'autres situations post-conflit et dans les efforts justement de s'assurer que même après un conflit, les forces armées, les forces de sécurité sont justement en mesure et à la hauteur de remplir leurs fonctions et ne sont pas affaiblies de l'intérieur. Et donc ce qui est très important aussi, c'est que ceci veut dire qu'il n'y a pas d'amnistie automatique. Ça ne veut pas dire que dans le cadre d'un accord de paix, tout est oublié et tout est passé. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi, l'aspect de la redevabilité, même s'il n'est pas, et je suis sûre qu'il y aura des questions à ce sujet, même s'il n'est pas ancré de manière individuelle, il est très important, quand on lit l'accord, de voir qu'il y a justement de manière transversale cette considération-là, et cette considération que on ne peut pas rebâtir une société et ses institutions sans pour autant avoir un aspect de redevabilité, de responsabilité et tirer les leçons du passé, que ce soit le passé lointain, parce que nous l'avons vu avec le brassage et le mixage, ou le passé très récent, parce que nous l'avons vu avec le comportement de certains individus. Je vais procéder maintenant avec le prochain chapitre, s'il n'y a pas de questions de votre... Ok, très bien. Parfait. C'est juste deux points justement, et je sais qu'il y a beaucoup de questions du côté des journalistes, donc on va essayer quand même d'accélérer. Le chapitre 4 touche sur la question des déplacés et des réfugiés dans la région, disons. Alors, quand on parle de réfugiés, évidemment, on parle de personnes qui ont traversé les frontières internationales. C'est pour cela que je dis dans la région. Les Congolais qui se trouvent au Rwanda, tout comme les Rwandais qui se trouvent en RDC. Et évidemment, les déplacés internes qui ont fui et qui sont restés sur le territoire national, mais qui ne sont plus dans leur communauté habituelle. Et donc, ce qui est très important ici, c'est que ce chapitre qui concerne justement la prise en charge humaine et sécuritaire des personnes déplacées est ancré aussi sur un autre processus important, à savoir le processus tripartite. Le processus tripartite, c'est un dispositif de coordination qui réunit la République démocratique du Congo, le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et le Rwanda comme deuxième pays. Et donc, la tripartite assure, en fait, à travers ces trois acteurs, une planification concertée, un accompagnement complet et un suivi régulier de la question des réfugiés, de leur retour, de leur bien-être, etc. Et ce, selon les normes internationales. Et donc, là, on est dans un cadre très précis qui veut dire aussi que tous les membres de cette tripartite ont une redevabilité par rapport à leur comportement vis-à-vis des réfugiés respectifs. Juste pour rappel, en termes de la situation aussi des réfugiés, les derniers chiffres en notre possession parlent de à peu près 132 000